Facebook Orange Le Figaro. Question Yves Tréhard, réponse Jean-Pierre Chevènement. Bonjour Monsieur Chevènement. Bonjour Monsieur Tréhard. Alors 4 questions pour commencer, c'est la règle de cette émission. La première, Vincent Peillon, vous qui êtes un ancien ministre de l'Éducation nationale, est-il allé un peu trop vite pour imposer la règle des 4 jours et demi à l'école primaire? Je pense que c'est une bonne décision. C'est une bonne décision de principe, parce que dans cette affaire compliquée, il faut toujours avoir en vue l'intérêt de l'enfant. D'accord. Bien entendu, il y a les aubergistes, il y a les collectivités locales, les compagnies de transport, etc. Mais l'intérêt de l'enfant doit primer. Vous êtes sénateur, est-ce que vous voterez-vous la réforme du mariage pour tous? Je ne la voterai pas, mais je ne sais pas encore si je voterai contre ou si je m'abstiendrai simplement de prendre part au vote, parce que je pense qu'on ne touche pas impunément au droit de la filiation. D'accord. Face à la grogne qui monte de toutes parts autour de François Hollande doit-il changer de Premier ministre? Non. J'ai beaucoup d'estime et de sympathie pour Jean-Marc Ayrault. Je pense que sa tâche est difficile. Le choix de François Hollande, qui est celui de la reconquête de la compétitivité de l'économie française, est le bon. Maintenant se pose la question des moyens, bien évidemment, mais il y a une orientation qui a été donnée, qui est évidemment difficile, mais qui est courageuse. On va en reparler. Est-ce que vous êtes choqué par la décision des ministres des Finances de la zone euro qui décident de taxer l'épargne des Chypriotes pour sauver l'île? C'est une décision qui devrait être prise par les Chypriotes. Il y a un parlement à Chypre. Donc j'attends que le Parlement se prononce. D'accord. Alors je vous invite maintenant à écouter M. Raffarin qui s'exprimait ce matin sur France 2. Il y a une rupture de confiance évidente entre le gouvernement et l'électorat. 10 ans après, c'est le retour du syndrome Jospin, une action insatisfaisante pour l'électorat socialiste et un électorat socialiste qui reste chez lui. Finalement, le socialisme produit à peu près toujours les mêmes effets. Alors M. Raffarin s'exprimait après l'élection partielle de l'Oise, qui a vu arriver en 3e position la candidate socialiste, Mme Moussin, qui n'est pas qualifiée pour le 2e tour. On se retrouve dans un 2e tour, UMP contre Front National. Est-ce que vous pensez que M. Raffarin a raison? Non, je ne pense pas que M. Raffarin, malgré toute l'estime que j'ai pour lui, je pense que le haut niveau du Front National est un phénomène ancien. On l'avait vu dans plusieurs élections présidentielles. Déjà, en 1995, il était à 14%. Oui. En 2002, il était à tout près de 17%. Et Marine Le Pen a fait 18% aux élections présidentielles de 2012. Oui. Et c'était la droite qui était au pouvoir. Donc, je dirais... ça ne vous inquiète pas, cette montée du Front National, quand même? Ah ben si, ça m'inquiète. Parce que ça montre que le pays ne va pas dans la bonne direction, par rapport notamment à la monnaie unique, dont il faudrait revoir les règles. Alors justement... Je le réclame depuis 20 ans. Oui. Mais qu'est-ce que vous voulez? Il y a un accord général de la gauche et de la droite sur cette orientation politique. Bon, je ne peux pas répéter indéfiniment la même chose. Je pense que c'est une erreur. L'euro est une erreur? Oui. C'est une erreur d'avoir mis ensemble, sous le même toit, des monnaies qui sont celles de pays aux structures économiques extrêmement différentes. Et ça explique la montée des populismes, et notamment celui de Mme Le Pen? Oui, car nous avons une monnaie surévaluée. Par conséquent, nous avons une balance déséquilibrée, nous avons un chômage à 11%, et ce mécontentement se traduit par des votes de protestation qui ne débouchent sur rien. Parce que si vous regardez ce qu'offre la droite, elle n'offre rien. Il y a, je dirais, un trou d'air pour le gouvernement, mais en même temps, la droite n'en tire pas avantage. Mais vous ne trouvez pas qu'au-delà du problème de l'euro, il y a un manque de cap évident dans la politique qui est conduite par M. Hollande? Mais parce que M. Hollande fait partie de tous les dirigeants qui, il y a 20 ans, ont approuvé le traité de Maastricht, donc il va être difficile de revenir en arrière. Mais alors, nous sommes dans une situation différente aujourd'hui. Et François Hollande peut œuvrer là où il est pour modifier les règles du jeu au sein de la zone euro ou pour modifier l'euro lui-même. Disons que c'est une décision qu'il devra prendre, parce que nous avons perdu 15 points de compétitivité sur l'Allemagne depuis 2000. Alors nous pouvons en regagner avec le plan gallois à peu près 5 ou 6, mais ça ne suffira pas. Et il faut que les pays, et on le voit avec l'affaire chypriote, gardent leur souveraineté, notamment sur leurs finances et leur budget.
ils doivent garder leur équilibre. Ça vous choque, Chypre? Je dirais que les moyens utilisés sont envisageables, puisqu'il y avait un hyper-développement du secteur bancaire. Alors, il y avait aussi beaucoup de capitaux étrangers. Russes notamment. Russes notamment. Et vous êtes le représentant oui, alors j'espère que de la France auprès de la Russie. J'espère que cette décision n'a pas été inspirée par des considérations tout à fait extérieures au problème de Chypre, à savoir une sorte de russophobie ordinaire. Oui. Non, mais effectivement, la solution prise elle est choquante. Je rappelle quand même que l'Allemagne, pour créer son marque, a spolié les épargnants de 85% de leurs dépôts qui ont été confisqués en 1949. Oui. D'où le vrai trauma allemand par rapport à l'inflation, qui n'est pas du tout 1923, comme on ne cesse de nous le répéter. Vous trouvez qu'on est sous l'influence d'une Europe germanique aujourd'hui ? L'Allemagne est en position dominante, elle impose les règles du jeu. Je pense que la France devrait quand même poser les problèmes autrement. Elle n'est pas à la hauteur actuellement face à l'Allemagne. Je dirais que François Hollande avait pris des engagements qui étaient tout à fait contraires à ceux de Nicolas Sarkozy au moment du traité budgétaire, TSCG, que d'ailleurs je n'ai pas voté. Oui. Et vous approuvez le fait qu'il ait un peu baissé la garde ? Écoutez, je donne du temps à François Hollande. J'ai déclaré que je le soutiendrai, c'était le 13 mars 2012, je le soutiendrai les yeux ouverts. Mais les yeux ouverts, ça ne veut pas dire la bouche cousue. Alors, monsieur Chevènement, il est question d'aider les rebelles syriens à s'armer. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette décision que François Hollande semble vouloir prendre ? Je ne sens pas du tout cette décision, parce que je ne comprends pas comment on peut combattre les islamistes au Mali et les favoriser ailleurs, alors qu'il y a un terreau pour le développement du djihadisme, et il faut le dire, en Syrie, les groupes djihadistes, le Front Al-Nosra par exemple, qui figure sur la liste noire américaine, est l'organisation la plus combative sur le terrain. Donc il y a un risque de diffusion des armes qu'on avait déjà vu en Libye. Et la Libye aujourd'hui, en tout cas tout le sud de la Libye, est aux mains de milices islamistes, ce qui a d'ailleurs permis la pénétration de Ben Mokhtar jusqu'au gisement de gaz algérien de Tiguen-Tourine. Donc il faut quand même tirer les leçons de ce qui s'est passé. Et j'ajoute que même le président des États-Unis, Obama, est très réservé vis-à-vis de l'armement. Si vous étiez au gouvernement aujourd'hui, ça serait une mesure qui pourrait être susceptible de vous faire démissionner ? Écoutez, j'ai toujours été contre ce qu'on a appelé, ce que Bernard Kouchner appelait le droit d'ingérence. Je pense que la France doit défendre le droit international, doit défendre l'ONU, elle est membre permanent du Conseil de sécurité, et elle aura besoin de l'ONU, notamment au Mali, pour transformer la MISMA, c'est-à-dire la mission d'aide de la CEDEAO, en opération de maintien de la paix de l'ONU. Donc respectons les règles de l'ONU. Justement, vous revenez du Mali, ça sera ma dernière question. Est-ce que vous êtes optimiste quant à l'avenir de ce pays ? Tout d'abord, chapeau aux soldats français qui font un travail formidable. Beaucoup d'admiration pour les gens que j'ai vus. Oui. Et j'ajoute que mon compliment va aussi à ceux qui doivent former un embryon d'armée malienne, qui aujourd'hui n'existe pas vraiment. Disons que ce sont des gens de qualité. Mais par ailleurs, je suis très vigilant sur la date des élections. Il faut qu'elles aient lieu le plus vite possible, parce que le Mali doit avoir un gouvernement légitime et fort. Et ça ne peut procéder que du suffrage universel. Deuxièmement, il y a une commission dite de dialogue et de réconciliation qui doit se mettre au travail. Et je dirais, quand il s'agit de se réconcilier, il faut se réconcilier avec ceux avec lesquels on est brouillé, c'est-à-dire avec les Touaregs, y compris du MLNA, pour arriver à définir un Mali démocratique, dont l'intégrité sera préservée, à l'abri de la charia, mais où il y ait quand même une décentralisation qui permette aux gens de s'administrer eux-mêmes, parce qu'on ne pourra pas lutter dans le long allée contre le terrorisme si on n'a pas le soutien de toute la population, au nord comme au sud. Monsieur Chevènement, je vous remercie et bonne journée. Merci. Merci.